Ce mercredi 27 janvier est donc la journée internationale de commémoration à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Il y a 76 ans, jour pour jour, le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau était découvert par l'armée rouge. Et pour parler de cela, sur le nécessaire devoir de mémoire également, notre invité ce matin en studio est l'historien Tal Brugman, spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme. Tal Brugman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. Date donc très importante, 27 janvier 1945. Les soviétiques découvrent le camp d'Auschwitz. Mais en fait, ce qui est important déjà de rappeler, Tal Brugman, c'est que le premier camp de la mort important découvert par l'armée rouge, c'était Majdanek, c'était en juillet 1944. Oui, tout à fait. Il faut insister sur une chose qui est très compliquée en fait à comprendre d'un point de vue, on pourrait même quasiment dire intellectuel, c'est que les lieux de la Shoah sont des lieux qui, quand ils sont découverts, sont vides. Et vous avez raison de rappeler la découverte de Majdanek, qui est un lieu vide quand les soviétiques arrivent, mais au même moment, ils vont arriver aussi sur un site où il y a strictement rien et qui s'appelle Treblinka. Et l'immense écrivain soviétique Vassili Grossman va écrire un texte remarquable qui va être publié très rapidement après à propos de Treblinka. Mais Treblinka, c'est la Shoah, c'est-à-dire c'est 900 000 juifs et 900 000 morts. En revanche, Majdanek et Auschwitz sont des sites beaucoup plus compliqués à comprendre parce que sur le même endroit, mais pas dans le même site à proprement parler, vous avez des politiques différentes. La politique de détention des prisonniers et d'autre part l'assassinat des Juifs. Et en raison de cette complexité qui existe à Majdanek, mais d'une façon plus marginale qu'à Auschwitz, et en fait, avec Auschwitz, on va confondre en fait deux logiques qui n'ont aucun rapport, la logique concentrationnaire et la logique de l'assassinat systématique des Juifs qui se sont déroulés dans une dizaine d'endroits en Europe, en masse, Sobibor, Treblinka, etc., et qui n'ont aucun rapport en fait avec le système concentrationnaire. Dachau, Ravensbrück, Mauthausen sont des camps de concentration qui sont destinés à tout un ensemble de catégories de prisonniers, mais pas les Juifs. Et il y a un site majeur en Europe qui s'appelle Auschwitz, où vous avez un croisement pour tout un ensemble de raisons historiques, où sur le même endroit, mais pas dans le même site, on va trouver à la fois l'assassinat de masse des Juifs et les prisonniers du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Et le problème, d'un point de vue de compréhension, mais qu'on va retrouver à partir du 27 janvier 1945, c'est que d'une part, les soviétiques arrivent sur un site qui est quasiment vide. Il y a environ 6 000 prisonniers sur un site qui est prévu pour détenir 200 000 personnes, donc autrement dit, il est vide. Et ce qu'ils découvrent, ce sont des prisonniers, vivants ou morts, mais des prisonniers. Or, la Shoah, c'est autre chose. Il n'y a pas de corps de la Shoah. Les victimes de la Shoah ont été assassinées, il n'y a rien à découvrir. Et à partir, en fait, de cette période-là, va naître cette confusion où la découverte du système concentrationnaire, qui est une réalité centrale dans l'histoire du nazisme, va venir obscurcir la compréhension de ce qu'est la Shoah. Et en fait, cet obscurcissement, il prévaut jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là où il y a une très grande difficulté à comprendre à quoi on a affaire. Mais de fait, cette date, le 27 janvier 1945, qui est devenue la date de commémoration internationale, incarne la découverte de l'un des principaux lieux de la Shoah. L'autre grand site d'assassinat des Juifs, c'est Treblinka. Sachant qu'effectivement, camp de concentration, camp d'extermination, complexe aussi industriel à Auschwitz. Mais alors, avec l'usine IG Farben. Vous avez totalement raison, et je ne veux pas vous contrarier de bon matin, mais les historiens ne parlent pas de camp d'extermination. Parce qu'en fait, il n'y a pas de camp, littéralement. Et c'est là toute la difficulté de comprendre les choses. Parce qu'un camp de concentration, vous avez besoin d'un site, un camp. Mais pour tuer les gens en masse, il n'y a pas besoin d'un camp. En fait, ce qu'on appelle improprement depuis 70 ans les camps d'extermination, c'est ce que les historiens appellent depuis les années 60 des centres de mise à mort, un lieu dans lequel on rentre et on est immédiatement assassiné. En gros, ce qu'on appelle improprement, j'insiste là-dessus, camp d'extermination, c'est les chambres à gaz d'Auschwitz. Mais ça ne forme pas un camp. C'est-à-dire que les gens descendent du train, ils sont acheminés vers la chambre à gaz, ils sont assassinés, leurs corps sont jetés dans des fosses ou brûlés. Voilà, donc il n'y a pas besoin, il n'y a pas cette notion de camp, elle est totalement, elle découle de tout un ensemble de compréhensions, elle vient obscurcir la compréhension, parce qu'en fait, Treblinka, le centre de mise à mort d'Auschwitz, ou alors Chelmno, ce sont des sites qui sont juste dévolus à l'assassinat de masse. Et de fait, vous avez raison de le souligner, Auschwitz, c'est un immense complexe qui n'a pas d'équivalent, et là je ne parle pas d'un point de vue moral, il n'a pas d'équivalent en raison de l'immensité
et de la multiplicité des missions qui lui sont assignées. C'est le plus grand de tous les camps de concentration, c'est le plus grand des centres de mise à mort, c'est un immense système industriel, notamment avec la plus grande usine qui est celle d'Igier Farben, mais vous en avez des dizaines d'autres, et on peut multiplier les exemples. Vous avez même des STO français, c'est-à-dire des travailleurs forcés qui sont là-bas, mais qui, eux, travaillent, ont droit à des congés payés, reviennent en France régulièrement, en étant à Auschwitz, et ils sont même témoins de ce qui se passe à Auschwitz. Mais vous voyez qu'on a en fait, il y a un millefeuille de réalité à Auschwitz qui fait que selon l'endroit d'où vous parlez d'un Auschwitz différent. Depuis quand, Tal Brugman, les Alliés, les Américains d'un côté, les Soviétiques de l'autre, étaient au courant du système concentrationnaire ? Alors, c'est une excellente question, parce que le système concentrationnaire en soi, il est connu depuis le début des années 30. Le régime nazi, d'abord, s'en est revendiqué, l'a publicisé. Il y a eu énormément de témoignages livrés dès les années 30 et publié aussi bien en Allemagne clandestinement qu'en France, aux États-Unis. Donc le système concentrationnaire est connu. En plus, le système concentrationnaire va évoluer. C'est-à-dire que celui qu'on a en tête, qui a été fixé par les images de la libération en 1945, n'a pas grand-chose à voir avec celui des années 30. En termes d'ampleur, dans les années 30, il y a moins de 10 000 prisonniers dans les camps allemands. En 1945, c'est plus de 700 000. Donc, vous voyez, il y a énormément d'évolution et la fin de l'histoire ne reflète pas toute l'histoire. Donc, les camps sont connus quasiment dès le départ. La Shoah est connue très rapidement aussi, et donc hors des camps, mais là où c'est très intéressant, en l'occurrence par rapport à notre date aujourd'hui, c'est que les organisations juives au Royaume-Uni, cette année, ont utilisent le 27 janvier pour souligner le sort des Ouïghours en Chine, en dénonçant ce qui est un génocide, et les juristes ont pointé qu'on avait affaire à un génocide. Et ce qui est très intéressant et qui rejoint votre question, c'est que ça fait 2 ans que les persécutions ont commencé. On est dans une ère où il y a tous les flux, tous les canaux d'information dont on peut bénéficier assez librement. On n'est pas en 1942 dans l'Europe occupée par les Allemands. Et vous voyez que le sort des Ouïghours n'intéresse pas grand monde. Ce qui permet aussi de comprendre par contre-coup le sort des Juifs pendant la guerre. Le sort des Juifs est relativement connu. Il est relativement connu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe exactement à Auschwitz, mais on sait qu'on tue les Juifs en masse en Europe. Mais c'est pas pour autant, pour tout un ensemble de raisons, que ça va mobiliser les gens, aussi bien en Europe, mais là on est sous le joug allemand, qu'à l'extérieur. Mais en même temps, cela étant dit, il ne faut pas oublier que les Britanniques et les Américains, ou même les Soviétiques, combattent le Troisième Reich. Donc ils sont en guerre contre ceux qui assassinent les Juifs. Il ne faut pas non plus avoir cette tendance à inverser la culpabilité. Les tueurs, ce sont les Allemands et leurs alliés, de Vichy jusqu'à la Hongrie, etc. etc. Tal Brugman, de nombreuses manifestations et événements sont bien sûr organisés aujourd'hui et ces jours-ci dans le monde, en France notamment, pour commémorer la mémoire des victimes de la Shoah. Mais les années passent, les survivants disparaissent, il reste bien sûr et heureusement les témoignages et les livres. Pour les générations futures, comment peut se transmettre cette mémoire de la Shoah ? Déjà, y a-t-il un risque qu'elle disparaisse ? Et si elle ne disparaît pas, comment justement la transmettre de manière compréhensible, avec le plus de clarté, en ces temps bien sûr aussi où on sait le négationnisme gagne toujours plus de terrain. Alors moi j'ai toujours été, depuis que je suis jeune, maintenant je suis un ex-jeune, mais depuis mes premières années en histoire, j'ai toujours été étonné par cette question liée à la disparition des témoins, qui induirait qu'une fois qu'il n'y a plus de témoins directs d'un événement, il disparaîtrait de l'histoire et des mémoires des générations qui viennent. Ce que j'ai toujours trouvé absurde, parce que l'histoire de Rome a disparu depuis 2000 ans, l'Empire romain, il n'en demeure pas moins qu'on continue à faire l'histoire de Rome jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y a pas de négationnisme en l'occurrence. Il n'y a pas ces menaces de négationnisme ou d'antisémitisme, de rejet, de méconnaissance même de la vérité. Vous avez totalement raison, sauf que la présence des témoins qui est fondamentale, parce que ce sont des témoins, ils ont raconté ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont subi. Donc ça, leur rôle est crucial. Il n'y a même pas à revenir là-dessus, mais leur présence n'a pas empêché la naissance du négationnisme dès la fin des années 40. Il ne faut pas confondre deux choses. La réalité du témoin et de l'histoire et les postures idéologiques des négationnistes. La présence ou l'absence de témoins n'empêche pas le négationnisme. Et rien n'empêche le négationnisme en fait. Et de fait, on voit qu'il ressurgit aujourd'hui. On pensait qu'il avait disparu au début des années 2000. Aujourd'hui, il explose de nouveau.
Merci beaucoup, Tal Brutman, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. J'ajoute que vous êtes l'auteur d'Auschwitz, paru aux éditions La Découverte, c'était en 2015, que bien sûr nos auditeurs et auditrices peuvent se procurer. Et puis vous parliez aussi de Vassili Grossman. Ça me rappelle cet excellent documentaire, Le Livre Noir, sur lequel vous avez participé et que nos auditeurs pourront également retrouver très facilement sur Internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.